Alors, dans le vote qui aura lieu pour savoir s'il y a une deuxième table ronde ou non, à l'évidence, Jean-Marie a répondu oui. Antoine. Avec un succès d'estime avec tous les gouvernements que j'ai rencontrés dans ma vie. Bon, merci. Jean-Hervé m'a fait passer un papier pour me dire qu'il me restait exactement moins 5 minutes. Donc, je vais essayer d'y arriver. Pourquoi est-ce qu'il y a un assureur ici ? Parce que notre métier, c'est de prendre des engagements. Et ce dont on parle, c'est d'engagements pris vis-à-vis des gens. C'est des engagements comme on l'a dit, de revenus qui sont les revenus après la période d'activité. Et c'est la vocation des assureurs de remplir des engagements sur des horizons très très longs. C'est une vocation qui a un caractère, j'utilise le mot, qui a un caractère assez sacré. Pourquoi ? Parce que dans le cas d'espèces, quand on parle de retraite, on parle d'une population bénéficiaire qui a deux caractéristiques. La première, c'est qu'elle est tendanciellement de plus en plus fragile à mesure que le temps avance. Voilà, les retraités seront dans une situation de plus grande fragilité, sans parler de la problématique de la dépendance qui frappe à la porte aussi. Alors on le traite peut-être comme un risque différent ou quelque chose comme ça, mais en attendant, on sait que c'est associé au vieillissement. Puis la deuxième raison pour laquelle c'est une problématique sacrée de respecter cet engagement, c'est parce que les bénéficiaires qui reçoivent les prestations ont un pouvoir de négociation de plus en plus faible. Vous imaginez la manifestation de retraités de 85 ans, ça fait 5 minutes, 3 minutes, mais ça ne va pas très très loin en termes de bargaining power dans un système politique. Et donc la capacité de remplir ces engagements, de les exécuter, est un peu à la clé de ce dont on va parler aujourd'hui quand on va parler des différents systèmes. Alors évidemment, dans l'univers de l'assurance, j'allais dire on est intrinsèquement paramétrique. Pourquoi ? Parce qu'on est en permanence en train d'actualiser la valeur de nos engagements. Et donc, à chaque arrêté comptable, excusez-moi de le dire comme ça, on regarde ce qu'on doit aux gens dans le futur jusqu'à l'éternité, avec tout un tas de conventions diverses et variées, et puis on met l'argent, on met les provisions qu'il faut pour arriver à faire face à ce risque. Donc j'entends beaucoup de choses se dire sur le système des retraites de la part de tout un tas d'organismes de toutes sortes qui sont pleins de vertus. En général, ils accumulent des déficits et ils multiplient les séminaires. Il faut faire attention un tout petit peu à cette tendance qui est de dire on va réfléchir au sujet après l'avoir traité. Il se trouve que dans certains cadres, et ce n'est pas une question de vertu, c'est une question de cadre, on gère le risque financier et le risque de longévité. Là aussi, c'est notre métier commun, tous les gestionnaires de ces problématiques, assureurs comme autres organismes gèrent le risque financier et le risque de longévité. On gère donc ce risque avec, si je puis dire, à nos risques et périls financièrement. Donc, premier élément, on est là pour parler de la manière dont on va gérer un engagement vis-à-vis d'une population. Alors, il y a quelques conditions pour que cet engagement soit bien géré. Je ne vais pas entrer dans le débat sur le débat que je trouve un peu dogmatique, d'ailleurs, entre nous soit dit, sur paramétrique ou pas, là. Mais quelques conditions pour que ça marche. La première, c'est quand même qu'il y ait un niveau de confiance solide dans les méthodes, les outils de gestion qui sont utilisés pour évaluer justement ces engagements et savoir comment y faire face. Je dirais que là, on entre dans un champ de discussion qu'on pourrait avoir très longtemps autour de la modélisation. Je disais tout à l'heure, avant la séance à quelqu'un, les modèles essaient d'imiter la vie, mais la vie est plus forte que les modèles. Et heureusement d'ailleurs. Et c'est un des problèmes que rencontre toujours dans ces métiers à déroulement très très long, c'est qu'on est en permanence en train d'essayer de modéliser ce qui va se passer. Heureusement, d'ailleurs c'est la substance. Je vais faire mon Lorenzi. Il y a ici des actuaires éminents. Donc c'est la substance du métier d'actuariat en général de modéliser des choses, mais c'est si je puis dire, leur substance aussi, de corriger ces modèles au fur et à mesure que les données sur ce qui arrive dans la vie les amènent à les corriger. Bon. Et donc il faut avoir d'une part une bonne confiance dans la façon dont le système est progressivement modélisé. Deuxièmement, il faut avoir confiance dans le gage. C'est une chose que d'avoir posé le bon diagnostic, il manque ça ou il faut ça. C'est une autre chose d'avoir posé le bon diagnostic. Alors il y a les systèmes de type de ceux dont je m'occupe, où le montant du gage, ça doit être des provisions et du capital. Puis il y a des systèmes où le gage, c'est la capacité des actifs ou la bonne volonté des actifs dans le futur à payer pour les inactifs,
à accepter le transfert. Et donc on a quelque chose qui est, dans un premier cas, traité par une espèce de norme financière, c'est une fois de plus le système assurantiel dans lequel je me trouve, et dans un deuxième cas, traité par un pacte politique. Il y a un engagement et il y a un gage, c'est la capacité des actifs reconnus à continuer à faire des transferts nécessaires. Alors, troisième chose, et c'est le troisième élément de confiance à mon avis, c'est des questions d'équilibre globaux pour l'économie. Je suis très frappé de voir que, quand on lit là, les gazettes sur ce qui se passe en ce moment, etc., on dit les Allemands regardent d'assez près pour savoir un peu comment ils vont se comporter avec les Français, si les Français vont être sérieux dans leur réforme des retraites. En tout cas, c'est ce qu'on a lu ces derniers mois. Et d'ailleurs, c'est ce que, dans un régime précédent, si on peut appeler ça comme ça, dans un quinquennat précédent, on avait dit, pour faire une certaine réforme de retraite, on dit c'est absolument indispensable parce qu'autrement, on va perdre notre notation. On a fait la réforme, on a perdu la notation. Mais enfin, la raison pour laquelle on faisait la réforme, ou en tout cas on l'évoquait, c'était celle-là. Et donc derrière, et là aussi, je suis désolé, je reconnais que mon tropisme de financier prend parfois le dessus. On peut parler à perte de vue. Il y a un moment où on a compris tous dans le monde qu'il y a un animal qui s'appelle les marchés financiers, on peut en penser ce qu'on veut, qui dit ça va vous coûter plus cher si vous continuez à ne pas prendre les mesures. Donc, troisième élément de confiance, il faut que les équilibres globaux du système soient suffisamment attestés par le modèle et par la capacité de fournir les gages pour que l'ensemble financier dans lequel il s'inscrit continue à jouer le jeu. Puis le quatrième élément, c'est celui de la lisibilité. Et là, je pense à nouveau à nos clients, à nos pensionnés, etc., qui, eux, sont dans une logique où ils ont affaire à quelque chose d'intrinsèquement extraordinairement complexe. Regardez les papiers que nous partageons, regardez les documents que nous avons distribués. Bon, il y a quelques happy few qui les comprennent à la première lecture, c'est en général ceux qui ont contribué à leur rédaction. Puis il y en a d'autres qui sont très bons et qui travaillent. Et puis, ça ne représente pas grand monde. Et donc, la problématique de la lisibilité du système, elle est très importante parce que, et j'y reviendrai à la fin, quand on a l'impression que depuis 30 ans, on fait des réformes paramétriques les unes après les autres, c'est aussi parce que, on va dire, qu'il est difficile à ceux qui, à un moment donné, se trouvent en charge du destin collectif, c'est-à-dire les dirigeants du moment, d'énoncer quelque chose à la population en termes d'efforts à faire et à répartir, s'il n'y a pas de bonne lisibilité de la manière dont tout ça va fonctionner. Alors, dernière chose, pour que tout ça marche, il faut aussi de la plasticité, parce que, au fond, quand on prend des engagements comme ça sur le long terme, eh bien, on ne peut pas, si je puis dire, être certain de les exécuter dans un cadre donné si on n'a pas un peu de plasticité. L'économie va se manifester. La démographie va se manifester sur des très longues périodes. Il va se passer des choses qu'on n'avait pas prévues, ou du moins on avait tout prévu, mais ce qui était peu probable se passera plus ou moins probablement. Puis il y a des équilibres sociaux qui évolueront. Je suis père de famille de 5 enfants et j'apprends maintenant que finalement il y a des avantages fiscaux pour les retraites des gens qui ont eu plus de 3 enfants qui ne seront plus préservés. Je trouve ça tout à fait logique en termes d'équilibre politique, puisque de toute façon il y a de moins en moins de familles de plus de 3 enfants. Donc c'est un avantage qu'il est peu coûteux politiquement de retirer, petite sucrète fiscale au passage, c'est un avantage qu'il est peu coûteux de supprimer. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui se passe dans le temps, économique, démographique et dans ce que j'appelle les équilibres sociaux, va impacter notre capacité à traiter nos engagements. Alors pour ça, il faut donc de la plasticité, il faut un bon cadre d'évolution. Alors le cadre d'évolution, d'abord, c'est le cadre conceptuel, le système. Donc, est-ce qu'on est paramétrique ou est-ce qu'on est systémique, etc. Bon, là, je dois dire que j'aime pas trop cette approche très dualiste du problème. Il y a d'un côté le paramétrique, de l'autre côté le systémique. Et d'ailleurs, je vois bien dans le papier que vous avez fait pour cette réunion qu'on parle bien de la transition. Je crois que s'il y a un point sur lequel les uns et les autres n'auront pas trop de difficultés à s'entendre, c'est qu'on aura à gérer des transitions successives. Dans notre métier d'assureur, et notamment d'assureur retraite, il arrive assez régulièrement que tel ou tel contrat, puisque c'est comme ça qu'on lit les choses, que tel ou tel contrat, à un moment donné, cesse d'être dans des zones d'équilibre très favorables, soit tout juste à l'équilibre, voire commence à être déséquilibré.
eh bien à ce moment-là, vous aurez un choix ou bien d'aller vous adresser à des populations qui, par hypothèse, sont déséquilibrées, il y a beaucoup moins de cotisants au fur et à mesure et de plus en plus de bénéficiaires, ou alors tout simplement de rapprocher ce contrat d'autres contrats ou de l'ensemble du bilan, c'est-à-dire finalement de la communauté des assurés, pour assurer la fin de l'exécution de l'engagement vis-à-vis de cette catégorie de population. Et donc, l'évolution systémique, elle se fait en réalité dans la vie réelle comme ça. Donc, première chose, un cadre conceptuel où on sache faire évoluer les choses sur la longue période. De ce point de vue-là, le grand soir et tout ça, bon, on est dans des déroulements à 30 ou 40 ans. Donc, on peut faire des grands soirs, mais à ce moment-là, il faut en faire tous les 5 ou 10 ans. Il vaut peut-être mieux, si je puis dire, se résigner à l'idée qu'on va piloter quelque chose progressivement. Et pour le faire, eh bien, il faut un cadre de dialogue. Il faut un cadre de dialogue parce que justement, et là aussi, notre micro-expérience, ce n'est pas une expérience généralisable, ce n'est pas une fractale, mais notre micro-expérience. On gère des régimes L441, par exemple. Donc on discute avec les associations sur l'évolution du point de service, du point de cotisation, etc. Bon. L'expérience, c'est qu'il faut avoir établi justement une relation de long terme avec un diagnostic partagé pour pouvoir faire passer des évolutions qui ne sont pas forcément très très plaisantes ou très attendues par nos partenaires. Et donc la question du cadre du dialogue et donc de la communauté de solidarité qui lie les gens qui sont intéressés par tel ou tel régime est évidemment cruciale pour la manière dont on va traiter ce régime. Alors que dans notre histoire, on ait eu 35, 40, etc. de régimes, voilà, c'est un acquis, ça existe. Je pense qu'il serait extraordinairement périlleux de dire aujourd'hui tout ça c'est terminé, on va mettre tout ça dans un seul modèle. Personne en réalité ne l'imagine sérieusement. Donc il faut utiliser ces cadres pour dialoguer, ces cadres d'échange pour dialoguer et probablement ils arriveront à converger. Et mon dernier mot, ça va être le suivant. Je suis très frappé par la similarité entre ce débat-là et le débat sur la fiscalité. D'ailleurs, on a évoqué l'impôt il y a quelques instants. Et par la difficulté à traiter la réforme globale des retraites comme on a la difficulté à traiter la réforme globale de la fiscalité. C'est d'ailleurs encore plus difficile. Je crois que nous sommes aujourd'hui à une époque, pour plein de raisons qu'on ne va pas essayer de développer, où on a extraordinairement de mal à poser un débat en termes collectifs valable pour tout le monde, d'une manière, si je puis dire, systémique générale. De même qu'on ne peut pas changer toute la fiscalité, qui est pleine de niches, de situations historiques ici ou là qu'on fait évoluer doucement. De même, on n'arrive pas à le faire pour les retraites. Ceci procède d'une société qui est intrinsèquement fragmentée et morcelée, où on ne peut pas, à un moment donné, avoir un débat unique. Je crois qu'il faut vivre avec ça, plutôt que d'imaginer une réforme qui serait la réforme d'un monde qui n'est pas celui dans lequel nous vivons. Bon, un partout. Il y a celui qui accepte la deuxième table ronde et Antoine est plus sceptique.